Ça y est, c'est le retour de la Wellness Impact Academy, le parcours création. Le premier collectif qui te garantit d'avoir toujours quelqu'un sur qui tu peux compter pour garder la motivation, remplir ton agenda et vivre sereinement de ton activité bien-être mieux-être. Alors si tu es dans le secteur du bien-être mieux-être et que tu viens de débuter ton activité, ou bien que tu as déjà débuté et que tu souhaites un véritable coup de pouce pour incarner ta mission de vie, jette-y un coup d'œil rapidement. 24 heures d'accompagnement en groupe et en individuel, de nombreuses ressources audio et vidéo, une hotline pour poser toutes tes questions. Bref, la WIA est un programme hyper complet pour te permettre de propulser ton activité. En plus, notre accompagnement est éligible au CPF. Rejoins notre communauté de plus de 500 entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Toutes les infos sur copleny.fr/wellness-impact-academy. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour et bienvenue mes chers entrepreneurs du bien-être dans cet épisode exceptionnel en compagnie de Julien Perron, un entrepreneur passionné qui a marqué les esprits avec son film à succès vu par 2 millions de spectateurs. C'est quoi le bonheur pour vous ? Dyslexique et dysorthographique, il signe son premier ouvrage « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en chemin vers soi, explorant les valeurs qui guident son approche de l'être humain depuis son enfance, nourri par la connaissance de soi, la curiosité et l'ouverture d'esprit. Découvrez comment cet intuitif entrepreneur de 44 ans a forgé son caractère à travers les arts martiaux, devenant champion de France en 1999 dans le kung-fu. Ces voyages précoces, encouragés par ses parents, l'ont amené à explorer le monde, suscitant des explorations intérieures profondes. De la psychologie au bien-être, du développement personnel à l'économie et à la sociologie, Julien Perron s'est plongé dans une variété de domaines, devenant conférencier et créateur de la marque « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Dans cet épisode captivant et très enrichissant, Julien partage son parcours de vie et entrepreneurial également, sa vision du bien-être et aborde les défis auxquels de nombreux praticiens et praticiennes font face pour vivre de leur activité. Il explore avec nous le rôle essentiel de la communication dans le développement d'une entreprise, tout en dévoilant sa perspective unique sur le bonheur et en offrant des conseils pratiques pour cultiver le bonheur au quotidien. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Salut Julien, je suis super contente de t'accueillir sur Wellness Impact aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps, en fait, que je voulais t'accueillir. Je suis un petit peu tes actualités avec Néo Bien-être, avec tout ce que tu peux faire et tu vas nous en parler. Tu fais beaucoup de choses. Et puis, avec nos agendas remplis, voilà, je suis super contente de pouvoir t'attraper aujourd'hui pour parler de plein de choses. Alors, je vais pas donner le sujet encore, vous le découvrirez au fil de l'eau. Donc, déjà, merci Julien d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast un peu spécial où on va parler de plein de trucs. Avec joie, Léa. Merci à toi de m'accueillir. Alors Julien, j'ai fait un petit teasing. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Voilà, raconte-nous. Eh bien, comme je le dis très souvent, j'ai vraiment le sentiment d'être avant tout un citoyen du monde. Avant de mettre des casquettes comme on le fait habituellement dans nos sociétés respectives, j'ai vraiment le sentiment d'être un citoyen qui fait sa part, un peu comme le colibri, pour participer à quelque chose de positif dans notre société, en tout cas pour éclairer les gens, pour semer des graines, accélérer les prises de conscience, me sentir utile sur ce petit passage terrestre. Donc c'est comme ça que j'aime, en tout cas, me définir, mais c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, je dis très souvent que je suis un jardinier parce que j'ai vraiment l'impression de semer des graines autour de moi.
depuis 21 ans maintenant. J'ai créé mon entreprise en 2003. Et donc, ouais, parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il fallait pas sous-estimer une graine qui était semée. C'est vraiment, c'est un vrai pouvoir. Après, ça met, en fonction des personnes, ça met du temps plus ou moins long à pousser et à éclore, mais une fois que la graine elle est semée, généralement, c'est plutôt bon. Donc ouais, j'aime bien me définir aussi comme un jardinier. Et ensuite, pour tous les pragmatiques, je suis conférencier, auteur, réalisateur, producteur de films, créateur d'événements, de jeux de cartes, de séjours. On a créé à l'époque, quand j'ai d'ailleurs créé mon entreprise, le marché du bien-être et éco-responsable dans le monde du tourisme. Je dois oublier des casquettes, mais grosso modo, ça résume un petit peu ce qu'on fait dans nos activités. Mais ce que je suis profondément, c'est un citoyen du monde. T'as 1 milliard de casquettes, comment tu fais pour gérer tout ça au quotidien? Là, je parle de aujourd'hui, maintenant. En fait, si tu veux, quand j'étais plus jeune, on me reprochait très souvent, on peut voir sur mes bulletins que j'avais la tête en l'air, que j'étais dispersé, qu'il fallait que je me concentre déjà sur une chose avant de vouloir faire plein de choses en même temps. Et donc, je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai basculé, on va dire, chef d'entreprise, parce qu'avant, j'étais salarié, on va dire, un peu comme tout le monde, et ben, j'ai vu justement l'utilité de cette capacité à être un peu, tu sais, comme une pieuvre et à pouvoir faire plein de choses en même temps. Et je pense que ça devrait être, à mon avis, une des qualités, ou alors qu'on l'apprenne, mais pour tous ceux qui aimeraient se lancer, créer une entreprise, c'est très aidant. Donc j'ai cette capacité à faire un certain nombre de choses en même temps, tout en prenant du plaisir, bien évidemment. Et puis alors surtout, je crois que c'est vraiment le point fondamental qui me permet de faire tout ce que je fais, c'est que je suis ma priorité de tous les jours. Donc je pense à moi en priorité tous les jours. Donc j'ai mis en place une routine de vie qui me permet d'être bien, en fait, qui me permet d'être bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et je suis quasiment sûr que si je ne m'attelais pas à ça consciencieusement tous les jours, ça serait beaucoup plus compliqué de mener de front, j'allais dire, même si j'aime pas trop ce terme, toutes ces activités qu'on peut faire avec les équipes qui m'entourent, qui sont essentiellement des prestataires, enfin qui sont quasiment que des prestataires en fait. Et ouais, donc c'est vraiment la base de tout, quoi. C'est commençons déjà par prendre soin de nous avant de vouloir développer une entreprise, s'occuper des gens autour de nous, peu importe ce qu'on fait, mais ouais, le train de départ, c'est ça. Ce qui m'a éclairé là-dessus, c'est à l'époque, justement, quand j'étais salarié, avant que je quitte cette entreprise, j'étais en BTS en alternance. Et en fait, j'ai vu donc mon patron de l'époque se transformer au fur et à mesure des années, en devenant, tu sais, tout gris, tout bedonnant, avec une mauvaise haleine. Enfin, c'était assez incroyable, une transformation, mais vraiment pas du tout positive. Et je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que de le voir évoluer, tu sais, à mettre vraiment beaucoup d'énergie pour que son entreprise fonctionne, mais du coup, en s'oubliant totalement dans le lot, je pense que c'est quasiment sûr, ça a dû rester dans ma tête. Et quand je me suis lancé dans cette petite chambre de bonne de 10 mètres carrés à Paris, j'ai commencé à faire ça, en fait. Je me suis dit, bon, ok, je veux pas du tout faire la même connerie quelque part que lui. Je serai ma priorité de tous les jours. Bon, après, avec un petit train d'avance, parce que j'avais commencé très tôt ce qu'on appelle le cheminement, tu sais, vers soi. Donc, j'étais déjà dans le domaine de la connaissance de soi. Je faisais déjà beaucoup de choses quand même globalement pour moi. Mais au moment où j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé, mais dès le départ, en fait, d'avoir cette discipline et que tous les matins au réveil, ce soit moi et personne d'autre. Oui, j'ai cru comprendre que dès le plus jeune âge, tu commençais à t'intéresser au développement personnel, ou en tout cas à t'intéresser à tes propres questions, tes propres névroses, tu sais. Ouais, à 23 ans, c'est ça? J'ai commencé à l'âge de 10 ans, c'est ce que me disait ma mère il y a pas longtemps. Ah oui. Ouais, parce que moi j'ai grandi dans une atmosphère où on parlait de tout ça, quand même. On parlait de connaissance de soi, de développement personnel, d'astrologie, de cartomancie, avec ma mère surtout. Et puis mon père, lui, c'était plutôt le côté sport et alimentation, parce qu'il a été chef gérant de plusieurs restaurants à Paris. Et puis marathonman de passion, donc il a fait plus de 42 marathons. Donc on a été emmené avec mon frère très tôt sur les chemins de la course à pied. Donc quelque part, en fait, à prendre soin de nous de manière indirecte. En tout cas, c'est très clairement resté, parce qu'on est tous les deux très sportifs. Et donc ouais, j'ai grandi dans cet univers. Donc, ce qui veut dire que moi, j'ai vraiment suivi, on va dire, ma mère,
qui étaient très très là-dedans quand même, qui tiraient des cartes à la maison, qui faisaient des thèmes astrologiques pour les amis. Donc moi je suis curieux de nature, donc j'étais très souvent autour de la table ronde et je regardais un peu comment ça se passait. À côté de ça, ma mère m'a dit que j'avais une conscience qui était très différente quand même de la plupart des enfants, où j'avais visiblement accès à plein d'informations que je ne devrais pas avoir accès. Et donc du coup, je lui en parlais, mais bon, elle pouvait pas m'aider. Donc j'ai obtenu mes réponses beaucoup dans la lecture. J'ai passé beaucoup de temps à Virgin sur les Champs-Élysées, assis dans les rayons à lire, ou à Bibliothèque François Mitterrand. Et puis voilà, en fait, c'est ça qui m'a amené et qui m'a guidé progressivement, arrivé à 23 ans, à avoir une connaissance, on va dire, assez fine. Et en même temps, il faut quand même replacer le contexte. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, parce que il y avait toute cette partie de moi où j'apprenais beaucoup de choses sur moi. Et donc, je trouvais ça génial et j'essayais d'en parler autour de moi à mes amis, mais en fait, ils comprenaient rien ou ils se fichaient de moi. Et j'avais aussi ce côté-là où j'ai eu je sais pas combien de vies, vraiment. J'ai essayé, vécu, même physiquement, j'ai été très différent. J'ai eu les cheveux longs jusqu'ici, j'ai eu des dreadlocks. Franchement, j'ai vraiment eu plusieurs vies, quoi, en gros. Et donc, c'était à cette époque-là, c'était une période de ma vie où j'étais, on peut considérer, pour mettre une étiquette, très rebelle. J'étais vraiment très rebelle. Bon, fallait pas m'embêter, quoi, en gros. Et tu vois, et à côté de ça, j'étais dans cette ouverture d'esprit d'essayer de me comprendre. Donc c'était assez étonnant. C'est comme s'il y avait une facette où j'étais du coup avec mes potes, et donc je pouvais pas leur parler de ça. Et donc du coup, j'étais un Julien, on va dire, en particulier. Et puis après, il y avait le Julien plutôt introspectif, avec son monde intérieur, qui vivait en fait ses expériences tout seul, parce qu'il pouvait pas les partager avec quelqu'un, quoi. Tu dois avoir pas mal de poissons dans ton thème, non? Ah, je sais pas, je t'avouerai que je m'en rappelle plus. Je reconnais un peu. Peut-être. Ah ouais, ah d'accord. Oui. Faudrait que je regarde. Je demanderai à ma mère, tiens, je vais la voir la semaine prochaine. Et donc voilà, donc ouais, j'ai évolué là-dedans. Donc à 23 ans, je me connaissais, je connaissais mes qualités, je savais ce qui me faisait vibrer, je sentais qu'il fallait que j'apporte. Je dis bien qu'il fallait, c'était vraiment comme une nécessité que j'apporte ce que je suis en fait, vraiment à la société, à l'humanité, et peu importe sous quelle forme. Et je voulais mettre à contribution ce que je suis pour les autres, en fait. Et donc, quelque part, c'est cette chance-là qui m'a amené à créer mon entreprise, mais dans un contexte qui s'y prêtait pas vraiment, quoi. Enfin, même pas du tout, en fait. Je sortais d'une période où j'avais été SDF à Paris, donc sans domicile fixe, pendant plus de 6 mois en hiver, donc c'était très compliqué. Wow. Pas de diplôme, je suis dyslexique et dysorthographique. Et tu te doutes bien, dans une chambre de 10 mètres carrés, j'avais pas de thunes. Mais voilà, en fait, je sentais ce truc-là, et c'était une intuition très forte. Je crois que c'est ça aussi qui m'aide beaucoup, c'est que le fait d'avoir commencé tôt, de mettre en place une hygiène de vie très tôt dans ma vie, forcément, je crois que ça me connecte beaucoup plus que la majorité à mon intuition, à ma créativité. Et j'ai pris le pli très tôt d'écouter mon intuition, et donc du coup de me faire confiance vraiment un maximum. Et c'est ça, je pense, qui m'a amené à me lancer à 23 ans dans cette chambre de bonne, c'est que tout mon entourage me disait « mais t'es fou ». Ça va jamais marcher, tu connais pas le monde du tourisme, t'as pas d'argent, comment tu vas faire pour payer ton loyer, etc. Mais c'était leur peur à eux, en fait. C'était leur peur à eux, bien évidemment, et je leur en veux pas, hein, et je me rappelle, on a même eu de très belles discussions, et moi je leur ai expliqué que non, ça allait marcher, c'est comme ça, quoi, je le sentais, et que ça mettrait le temps que ça mettrait, mais qu'à un moment donné, ça allait fonctionner. Et donc voilà, et donc après je me suis lancé dans un marché que je maîtrisais pas du tout, quoi, dans le marché du tourisme, et j'ai créé le marché du tourisme bien-être et éco-responsable. Ouais. Trop fort. Et comment ça a marché, cette entreprise ? Tu l'as encore, je crois. Alors oui, en fait, j'ai créé un groupe qui s'appelle Néhorizon Travel. Donc le site est encore existant. Et en fait, ce que j'ai créé, c'est un modèle économique qui était inexistant à l'époque, où je suis un peu comme un intermédiaire. C'est-à-dire, demain, tu as envie de partir en Indonésie, par exemple. Tu vas passer par la plateforme. Je vais te connecter avec une agence qui est en Indonésie. La transaction va se faire entre toi et l'agence. Et moi, je vais récupérer une commission sur la transaction. D'accord, ok. Et donc ça, à l'époque, dans le monde du tourisme, ça n'existait pas. Et donc, les grands du tourisme m'ont embêté. J'ai reçu des mises en demeure. J'en ai reçu plein. Donc, des accusés de réception qui me demandaient d'arrêter mon activité, quoi, en gros. Parce qu'ils comprenaient pas. Parce que pour eux, je devais être agence de voyage, donc je devais avoir une licence d'agence de voyage, je devais avoir les diplômes du monde du tourisme. En gros, je dois avoir toute une accréditation, si tu veux, pour me lancer là-dedans. Sauf que comme c'était nouveau,
mon avocat de l'époque, qui est toujours le même aujourd'hui, leur a expliqué que non, en fait, on venait de créer un marché et que le modèle qu'on avait créé ne nécessitait pas une licence, etc., etc. Donc voilà. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Bon, c'était très sympa quand même les premières années parce que je partais tester les séjours que nous on créait pour voir en fait si l'agence avec laquelle on avait envie de bosser, elle faisait bien ce que nous on avait envie pour nos clients. Donc du coup, j'ai testé énormément de trucs un peu partout dans le monde, donc c'était vraiment super sympa. Puis à l'image de moi, ce que j'avais envie de vivre, donc c'était très cool. On a vécu aussi et testé énormément de chambres d'hôtes en France parce que pareil, on se rapprochait de chambres d'hôtes qui étaient on leur demandait en fait d'être éco-responsables et d'être dans le domaine du bien-être. Donc on en a testé beaucoup. Et puis voilà. Puis après, du coup, on s'est lancé. Et ça a été effectivement, ça n'a pas été évident. Les 3 premières années, j'arrivais pas à me dégager un salaire. Mais je sentais qu'il y avait de l'engouement, qu'il y avait de plus en plus de visites sur le site. Les médias s'intéressaient à moi, donc je passais de plus en plus à la radio, dans des magazines. Je sentais que c'était le début de quelque chose, mais effectivement, ça mettait du temps. J'ai été voir des banques pour qu'elles nous soutiennent, mais en fait, elles nous ont pas soutenus. Et donc, à l'époque, c'était les tout débuts de ce qu'on appelle les business angels, les gens des investisseurs privés. Donc, j'ai fait beaucoup de plénières pour présenter mon projet, pour que des potentiels investisseurs investissent. Et en fait, personne n'a investi. Et un jour, il y a un gars qui m'a appelé, qui voulait prendre un café avec moi. Une personne qui était à la retraite, enfin même plus, et puis qui m'a dit, moi, écoute, franchement, ton projet, j'y crois pas du tout parce que je maîtrise pas du tout le tourisme. Par contre, je t'aime bien toi, en fait, j'aime bien ton énergie, ce que tu es, et j'ai envie de miser plutôt sur toi que sur le business que tu es en train de lancer. Donc c'était chouette parce que ça m'a permis de sortir de ma chambre de bonne, d'aller dans une pépinière d'entreprise à Paris qui s'appelle la Pépinière 27 d'ailleurs, qui était pionnière à l'époque. Première pépinière privée, c'est l'ancien directeur du magazine L'Étudiant, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin un magazine dans le monde de l'éducation, qui avait décidé en fait de transformer ses locaux en une pépinière d'entreprise. Et donc c'était la première privée, parce que la plupart des pépinières de l'époque appartenaient à Paris. Et donc du coup c'était chouette comme pépinière, parce que c'était une pépinière exclusivement dédiée à des entrepreneurs qui se lancent dans l'éco-responsabilité, dans des projets qui ont du sens. Donc, on était tous là dans cette pépinière. C'était un vrai vivier de rencontres, un bassin hyper intéressant. Et donc voilà, à partir de là, j'ai embauché des stagiaires et on a commencé à développer. Et là, on a commencé à générer un peu de chiffres. Et de fil en aiguille, si tu sais faire des économies et en même temps bien placer ton argent, et normalement, en mettant beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ça continue à se développer, quoi. Et je précise bien beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que c'est encore le cas à l'heure d'aujourd'hui, 21 ans après. C'est toujours beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de développer sa boîte, c'est comme ça. Mais on n'a rien sans rien. Tu peux pas espérer, faire des millions d'euros, par exemple, sans bosser. 35 heures par semaine, quoi. Ça me paraît pas possible, quoi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent et tant mieux pour eux, félicitations. Mais force est de constater que pour la majorité d'entre nous, du coup, je m'inclus dedans. Non, c'est un vrai investissement, c'est un vrai choix de vie que lancer son entreprise, quoi. Tu me fais une transition toute trouvée, Julien, parce qu'on parle d'entrepreneuriat et tu sais, sur Wellness Impact, on parle des entrepreneurs du bien-être, donc des thérapeutes, des coachs, des praticiens, des praticiennes du milieu du bien-être, mais aussi des entrepreneurs qui ont des projets dans le milieu du bien-être. Et je voudrais te poser une question que j'aime bien poser à mes invités. Pour toi, ça veut dire quoi être entrepreneur dans le bien-être, dans le milieu du bien-être ? C'est assez vague, en fait, assez large comme question. Parce que déjà, moi, je me rappelle de l'époque quand j'ai créé mon entreprise, du coup, le secteur et le marché du bien-être n'étaient pas vraiment existants. Oui. Donc à l'époque, on parlait plutôt de thalassothérapie dans le monde du bien-être, mais pas vraiment des médecines alternatives, des médecines douces, des thérapeutes, tous ceux qui sont dans ce milieu-là. Mais c'était bien existant, parce que je te dis, moi j'allais voir des iridologues, des sophrologues quand j'étais gamin, donc c'était très très là, très présent, mais on n'en parlait pas parce que c'était un peu mouvement sectaire en fait, c'était un peu tabou, c'était des gens bizarres. Oui, puis on n'en parlait pas trop en Occident, parce que en Orient, toi qui connais bien, sûr, c'est beaucoup plus répandu. Bien sûr, ouais. Mais après, il y a des raisons en France pour qu'on n'en parle pas. C'est qu'il y a un vrai, un vrai poids de la pharmacopée, de l'agroalimentaire, qui essaye un petit peu quand même de contrôler tout ça. Il ne faut pas se voiler la face. Oui. Donc tout ce qui est médecine alternative et médecine douce, non, ça plaît pas parce que ça pourrait prendre des parts de marché.
En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et donc, du coup, non, c'est pas valorisé sur notre territoire, quoi. Alors, ça avance, bien évidemment. De plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à eux, qui vont dans cette direction, mais on est encore très très loin de passer le gap des 50% de la population. Mais vraiment, le gap déjà en 20 ans, c'est-à-dire au moment où moi je crée mon entreprise et maintenant, il est déjà énorme. Quand je vois tous les progrès qu'on a fait, ne serait-ce qu'en termes de démocratisation, d'ouverture d'esprit, c'est quand même vraiment très important. Donc ça, c'est positif. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, voilà, on parlait vraiment pas de ça. Donc le marché du bien-être n'était pas vraiment existant. Nous, on a le sentiment qu'on a vraiment participé à l'émergence, à la création du marché en lançant l'agence de communication Néo Bien-être, qui est vraiment, son objectif, c'est de démocratiser justement les médecines alternatives et les médecines douces, de le rendre accessible et d'aider et d'accompagner les thérapeutes à développer leur activité. Et donc, au fur et à mesure, moi, j'ai vu les choses évoluer. J'ai commencé à organiser des rencontres pour fédérer les thérapeutes dans 17 villes en France. Donc, je passais tous les mois dans 17 villes et après dans d'autres pays aussi, au Canada, Suisse, Belgique et Angleterre. Et donc, j'ai vu aussi au fur et à mesure des années, parce que j'ai rencontré du coup des milliers et des milliers de thérapeutes, que le marché était en train de se construire en fait, qu'il y avait vraiment de plus en plus de thérapeutes qui se formaient, en tout cas de pratiques qui émergeaient, de gens qui se mettaient un peu en lumière, parce qu'avant les gens se cachaient aussi, tu sais. Donc ça a vraiment nettement progressé. Maintenant, il y a plein d'annuaires de thérapeutes, il y a plein de salons du bien-être, il y a plein de sites qui parlent de ça. Donc on a vraiment pris une bonne direction et ça va continuer encore à se développer, bien évidemment. Donc être acteur dans le monde du bien-être aujourd'hui, en tout cas être chef d'entreprise dans le monde du bien-être, dans mon idéal, pour moi, ça voudrait dire, avant de se lancer, il faudrait pas penser à l'aspect économie. C'est-à-dire, avant de se lancer et se dire, moi, je me lance dans le monde du bien-être, il faudrait qu'il y ait une vraie vocation derrière humaniste. Un peu comme moi, à l'époque, quand j'ai décidé de me lancer, il faut vraiment qu'il y ait une vocation de se sentir utile et de participer à quelque chose de positif. Si c'est pour make money, faire de l'argent, oui, alors tu vas en faire, bien évidemment. Enfin, si tu te débrouilles bien, tu pourras en faire. Mais ça me semble pas très bien raisonné en fait avec le monde du bien-être et du développement personnel. Mais je vais préciser, ça ne veut pas dire que dans le monde du bien-être et du développement personnel, on peut pas avoir une activité économique florissante et dégager du chiffre d'affaires. C'est le cas, moi, de mes activités, et je m'en cache pas, et ça marche très bien, et tant mieux. Mais par contre, le sentiment que j'ai, c'est que comme les choses se sont développées et continuent à se développer, j'ai l'impression, avec mon recul, qu'il y a plus d'acteurs dans le monde du bien-être qui sont là pour faire du fric, plutôt qu'en réalité pour aider les gens. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui me dérange un peu, quoi. Tu parles des personnes plutôt qui sont sophrologues, naturopathes, etc., qui se reconvertissent, ou plutôt des acteurs en général, comme une boîte qui accompagne les professionnels du bien-être ou qui est expert Instagram sur ce secteur-là. Est-ce que tu parles plutôt de niche ou est-ce que tu parles plutôt des personnes qui veulent aider les gens à travers leurs pratiques comme la sophro ou le coaching ou la naturo, etc.? Non, les thérapeutes, je les inclus pas dedans parce que souvent c'est une reconversion professionnelle quand ils se lancent. Il y a très souvent une vocation à s'aider déjà soi avant d'aider les autres. Donc non, eux, je pense qu'ils sont plutôt dans l'idée justement d'aider leurs concitoyens, d'apporter ce qu'ils ont de mieux pour les accompagner. Et tant mieux. Par contre, si je fais une petite parenthèse, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a 80% de bons thérapeutes sur notre marché en France. Mais pour plein de raisons, parce que déjà les formations sont vraiment pas top. La plupart des formations, on ne les forme pas à être chef d'entreprise. On les forme par exemple juste à être sophrologue. Et non, en fait, tu es avant tout un chef d'entreprise avant d'être sophrologue. Donc du coup, c'est très compliqué pour eux de développer leur activité. Ça devient une vraie galère. Ils sont pas bons en communication, c'est pas des commerçants. Enfin, voilà, tout ça, ça s'apprend. Tout le monde ne peut pas se lancer à développer une activité économique, peu importe ce que c'est. Et dans le monde du bien-être, c'est exactement la même chose. Donc, il y a ces deux phases pour moi qui sont importantes. Et puis après, le troisième point, pour rebondir sur ce que je dis, où il y a 80% de bons thérapeutes, c'est que je remarque avec les temps qu'ils sont tellement dévoués pour leurs clients qu'ils s'oublient en fait au passage. Et pour moi, c'est une faute grave quelque part parce que il faut d'abord être bien, vraiment bien avec soi avant de pouvoir bien prendre soin des autres, quoi. C'est un peu le truc du cordonnier qui est le plus mal chaussé, quoi. Et ça, c'est vrai que je le vois quand même beaucoup. Donc c'est ce qui me fait dire ça. C'est ce qui me fait dire qu'il y a 80% peut-être de bons thérapeutes et qui sont dans cette continuité à se former, à s'occuper d'eux, etc. Il y en a vraiment pas beaucoup, quoi. Donc non, je mets plus dans le lot. Maintenant, ça fait une dizaine d'années, en gros, mais tout ce qui vient des marchés américains, canadiens,
Ok. et voir d'autres pays qui sont des solutions qui fonctionnent très très bien d'un point de vue market. Le but, c'est quoi ? C'est de faire de l'argent. Et moi, j'ai vraiment... Enfin, quand tu vas au bout du truc, parce que si t'es pas un peu aguerri et que tu regardes ce qu'ils font, t'as l'impression que c'est cool, en fait, ce qu'ils font. Ils te proposent des trucs gratuits pour t'aider, plein de choses, de conférences qui sont accessibles gratuitement. Enfin, ça part souvent de la gratuité. Puis après, en fait, on te vend des packs une fortune où tu vas participer à un séminaire et tu vas payer 30 000 euros juste pour 3 jours, quoi. Et donc, les gens vont s'endetter, vont prendre des crédits pour passer à l'action parce qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place, qui est vraiment lié, c'est ce qu'on appelle de la du neuromarketing, je crois, où vraiment l'idée c'est de comprendre comment fonctionnent les gens et leur cerveau et d'aller dans ce sens-là, tout simplement. Donc c'est de la manipulation, très clairement. Et donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui font ça. Et je trouve que c'est encore le début, parce que je te dis, le marché il est toujours en train d'exploser dans le monde du bien-être. Donc c'est plutôt ça, moi, qui me dérange. Oui, et puis quand j'ai lancé Coplénie, tu vois, ça fait pas longtemps par rapport à ton expérience personnelle. Ça fait 4 ans et demi bientôt. Et il n'y avait pas autant d'acteurs qui accompagnent, qui sont dans le business, entre guillemets, pour les professionnels du bien-être. Tu vois, ils appliquent une méthode qui est connue effectivement aux États-Unis ou au Canada ou même dans d'autres pays, enfin surtout les États-Unis en vrai. Et qui choisissent cette cible parce qu'effectivement le marché est en pleine expansion, en pleine croissance, et ils se disent tiens, on va les aider eux aussi, il y a de l'argent à se faire, mais ils connaissent absolument pas les codes, les valeurs, qu'est-ce que les gens vraiment respirent avec leur activité, qu'est-ce qu'ils veulent incarner en fait. Et oui, moi j'en vois tous les jours, j'en parle beaucoup sur mes réseaux en ce moment de ça, ils leur vendent du rêve, Oui. et derrière il y a rien, c'est du vide. Ah ben c'est vide. Ah oui, c'est vide, ouais. Et oui, je te dis, ça fait très très longtemps que je l'observe, plus de 10 ans, facilement, 10, 12 ans, facile. Je les ai vus vraiment débarquer, quoi. Ces solutions, je les ai vraiment vus débarquer. Ouais. Donc c'est vraiment ça, moi, qui me gêne vraiment dans ce milieu. Après, dans d'autres milieux, limite, ils font ce qu'ils veulent. Alors après, on pourrait très bien se dire, et c'est aussi une partie de ce que je dis, c'est que quelque part, il vaut mieux quand même qu'il y ait des acteurs dans ce milieu qui vendent des solutions qui sont quand même potentiellement là pour aider les gens. Tu vois, ils vendent pas des armes nucléaires, on n'est pas sur des trucs qui sont néfastes quand même pour les gens. Donc quelque part, c'est bien parce que ça forcément ça participe à accélérer les prises de conscience quelque part. Oui. Donc quelque part c'est bien. Moi, je voudrais juste que les gens soient honnêtes, tout simplement, et que ça soit très transparent et qu'on prenne pas les gens en fait pour des neuneux, quoi. C'est un peu ça. En fait, j'ai vraiment le sentiment que plus t'es honnête, moins tu fais de chiffre d'affaires. Tu vois un peu ? Non, pas du tout. Moi, c'est ce qui m'anime en fait depuis que je suis gamin. Je parle vraiment avec l'émergence de ces techniques. Ah ouais, non, moi non, pas du tout. Non, tu peux très bien rester toi-même. Oui, après ça dépend de tes besoins. Tu sais, je pense que les gens en fait qui se lancent là-dedans, ils ont des besoins, notamment, j'imagine, économiques, qui sont probablement peut-être plus élevés que moi. Tu vois, ils ont vraiment, parce que ce qui les anime, et donc je veux pas mettre tout le monde dans l'eau, mais j'ai l'impression ce qui les anime, c'est de générer de l'argent, de faire du chiffre. Moi, c'est pas du tout ce qui m'anime. Ouais. C'est vraiment pas ça. Donc, avant de créer mon entreprise, moi, j'ai déterminé mes besoins. Donc, c'est quoi mes besoins pour être bien, en fait, pour être heureux, pour être bien. Et donc, j'essaye du mieux que je peux tous les jours d'assouvir ces besoins. C'est ça, en fait, moi, ma priorité, c'est vraiment d'assouvir ces besoins-là. Et donc, ces besoins-là, une fois qu'ils sont assouvis, j'ai toute l'énergie, toute la disponibilité nécessaire pour mettre en contribution ce que je suis, pour aider l'humanité, en fait, pour aider la planète, etc. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Après, le reste, les finances, ça m'aide à financer des projets. Donc, mais ça va pas être ma quête, quoi. Je vais pas mettre en place des projets pour générer du chiffre d'affaires. Je vais mettre en place des projets parce que je sais que ce projet-là, ça va être encore un bel outil qui va aider les gens et qui, in fine, va forcément dégager du chiffre, qui m'aidera à financer encore un autre projet qui ira toujours dans ce sens-là, etc., etc. Oui, en fait, tu as une mission claire. C'est aider les gens, tu le disais depuis finalement un peu toujours. Oui, ouais. Ça s'est construit, mais en tout cas, aujourd'hui et depuis 20 ans, c'est le cas pour toi. Et ça me fait poser une question que j'ai envie justement de t'interroger sur cette question-là. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que les entrepreneurs du bien-être n'étaient pas forcément formés à être entrepreneurs, à être chef d'entreprise. Pour toi,
pourquoi aujourd'hui les entrepreneurs du bien-être, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vivent pas, tu sais, de leur activité. Est-ce que tu saurais identifier la raison? Pourquoi aujourd'hui il y en a plein qui pataugent, quoi? Parce que je l'ai évoqué. Déjà, on les a pas formés. Et la plupart, ils sont pas bons en communication. Ils ne veulent pas communiquer. Parce que, en fait, pour eux, tu sais, c'est un peu comme les gens, par exemple, qui vont être réfractaires aux réseaux sociaux, par exemple. Bon, tu les verras pas sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai blocage avec les réseaux sociaux. Et quelque part, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont assez réfractaires à l'idée de communiquer et de se mettre en avant et de se mettre en lumière. Et ce qui est du coup une erreur, mais fondamentale, quoi, parce que quand tu crées ton entreprise, mais bien évidemment qu'il faut que tu te mettes en lumière. Sinon, mais qui va entendre parler de toi, qui va te connaître? Donc ça, c'est déjà pour moi, il y a ce côté-là. Après, on leur a pas appris, du coup, à se vendre en fait quelque part, tu vois, se commercialiser. Ou le mot qu'il fallait pas dire, là, tu vas te prendre les foudres. Se commercialiser, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect communication, mais l'aspect commercial. Moi, par exemple, je me suis jamais considéré comme un commercial au sens propre. Pour moi, le commercial, c'est le gars qui fait du porte-à-porte et qui peut tout vendre. C'est une vraie qualité, hein, mais il vient toquer à ta porte, il te vend un aspirateur. Et donc, moi, je me sens plutôt comme un commerçant. Et comme tu le disais, comme je te le disais, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu en fait cette qualité, je pense, du lien social avec les gens. J'ai toujours eu une oreille attentive, c'est-à-dire que je sais écouter les gens. Et donc, et je suis curieux. Et donc, du coup, je leur pose énormément de questions. Les gens m'intéressent, en fait, si tu veux. Et je pense que du coup, c'est une qualité quand tu développes aussi une entreprise, parce que moi, tout le monde m'intéresse. Donc, quand j'ai quelqu'un au téléphone, quand je rencontre des gens, etc., on parle plus de la personne que de moi. Parce que, une fois de plus, l'humain, en fait, m'intéresse. Et donc, ce que j'ai remarqué d'un point de vue commercial, parce que c'est quelque chose qui est très naturel, que c'était aidant en réalité. Parce que je pense que ça crée, je sais pas, quelque chose de très naturel. En fait, c'est comme si on était deux êtres humains, tout simplement. Et donc les gens, probablement, je me dis, doivent se dire, lui, il est cool, quoi. C'est, tu vois, c'est un humain. Enfin, je sais pas, je l'apprécie, quoi, on va dire. Et donc, t'as plus envie peut-être de aider, de participer à quelque chose, d'aller voir quelqu'un, si déjà humainement, en fait, t'es bien avec lui. C'est comme aller voir un thérapeute et te sentir mal avec cette personne juste en sa présence. Tu vois, ce serait pas possible. Non. Je crois que c'est pareil pour n'importe qui aimerait lancer une entreprise dans n'importe quel projet. Je crois qu'il faut avoir cette dimension de curiosité, du lien social, de s'intéresser aux gens, parce que c'est un facteur qui est très aidant après, plus tard, on a envie, en fait, de te voir, on a envie de passer par toi, on a envie ou à un moment donné, on va penser à toi parce qu'on t'a eu une discussion avec la personne. Enfin, et en même temps, tu vois, quand je dis ça, je suis en train de me dire, ça pourrait paraître très, justement, commercial, mais pour moi, ça, c'est la nature humaine. J'ai l'impression que, tu vois, l'humain, il a toujours été comme ça, en réalité. On a toujours été des voyageurs, et donc, du coup, je pense qu'on a dû toujours un peu discuter, rencontrer du monde, faire des connaissances, tisser un réseau. Le réseau, par exemple, ça fait partie de ce que je te dis. Et moi, je sais que c'est une de mes qualités aussi naturelles. J'ai une facilité à créer du réseau, à fédérer des gens autour de moi. Et la plupart des thérapeutes, pour répondre aussi à ta question, ils développent pas ça, en fait. Ils ont pas ce côté-là. Et donc, ce que je dis, c'est qu'avant de se lancer, peu importe, j'ai envie de dire, même l'activité, il faut déjà déceler un peu toutes ces qualités, quoi. Capacité de rentrer en communication avec les gens très facilement, tu vois, avoir ce côté vraiment très facile. Capacité à pouvoir générer du réseau, en fait, à rencontrer du monde, et que ce réseau, à un moment donné, puisse être bénéfique dans le cadre de tes activités, savoir communiquer et donc du coup aussi quelque part se vendre, quoi, se commercialiser, mais pas comme un commercial, c'est-à-dire en fait ça se fait vraiment très naturellement, ça se fait de manière indirecte. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui se plantent, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à développer leur activité pour ça. Et le dernier point, c'est que ils se rendent pas compte avant d'être thérapeute, et je sais de quoi je parle parce que du coup j'en ai rencontré des milliers et j'ai partagé ma vie pendant 7 ans avec une thérapeute, avec une naturopathe. En fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ça va leur prendre un temps fou, déjà rien que d'être, par exemple, naturo, donc de recevoir des clients, d'exercer purement leur métier. Hein. Ça va leur prendre un temps fou, ça va leur prendre de l'espace mental, parce que la plupart des gens qui viennent sont des personnes qui ont quand même soit des pathologies, soit des histoires très lourdes, etc. Ils sont pas préparés à réceptionner en fait ce type d'informations. Donc du coup, ça te prend de l'espace mental. Et une fois que tu as terminé ta journée, qui se termine tard, parce que les gens, quand ils viennent te voir, tu vois, c'est tard, tu vas terminer à 19h30, 20h, parce que les gens sont disponibles après en sortant du travail, là, il faudrait que tu commences à t'intéresser à ta communication et que tu commences à communiquer.
Et donc, ils réfléchissent pas, en tout cas, où on leur dit pas comment ça se passe vraiment d'être un thérapeute. Et donc, je crois que c'est très challengeant. Moi, je tire mon chapeau à tous les thérapeutes. Je ne pourrais pas être thérapeute. Je trouve que c'est extrêmement compliqué. C'est un métier qui est très complexe. Ouais. J'aimerais maintenant, Julien, qu'on parle de ton livre, de ton jeu de cartes qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et j'ai envie de te poser un peu la question que j'imagine on t'a posée à plusieurs reprises au vu du titre que tu as donné à ton jeu de cartes et à ton bouquin. Je crois que c'est ton premier livre, hein ? C'est mon premier livre, ouais. C'est ton tout premier livre. J'imagine qu'il y en aura plusieurs qui vont arriver après, vu tout ce que tu as à raconter, à partager. La fameuse question qu'on a dû te poser 1 milliard de fois. Mais pour toi, Julien, c'est quoi le bonheur ? Alors, je te confirme, effectivement, on l'a posé beaucoup de fois, vraiment beaucoup, beaucoup de fois. Et on continue à me la poser, d'ailleurs, la preuve par A plus B. En fait, je reviens un petit peu à ce que je te disais, parce que ça, c'est une réponse que je donne tout le temps. Quand j'étais dans ma chambre de bonne, je te disais, j'ai réfléchi à mes besoins, notamment avant de créer mon entreprise. Et pour moi, réfléchir à ses besoins, c'est un peu réfléchir à c'est quoi le bonheur en réalité pour moi. Et j'invite d'ailleurs tout le monde à réfléchir à ces 2 questions. C'est quoi mes besoins ? Parce qu'on a tous des besoins très différents. Et c'est quoi le bonheur pour moi ? Eh bien, moi, mes besoins, ils n'ont pas évolué parce que je pense être quelqu'un de simple. Et donc, j'ai vraiment des besoins très simples. Donc, alors, je me considère comme quelqu'un d'épicurien. Donc, j'aime bien manger. J'adore cuisiner. Donc, j'aime bien passer du temps. Un bon verre de vin ? Pas du tout. Je ne bois pas d'alcool. Ah, ça fait partie de ton hygiène, j'imagine. Exactement, ouais. Tout à fait. Pas de caféine, pas d'alcool. Et donc, ouais, j'aime bien cuisiner, prendre du temps à cuisiner. J'aime bien me faire de belles assiettes colorées. Donc ça, ça fait partie de mes besoins. Ça a toujours été le cas, hein, même quand j'étais dans ma chambre de bonne. Le lien social, comme tu l'as compris, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, de voyager. Alors le voyage, je fais une petite parenthèse. Pour moi, le voyage, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Quand je quitte, par exemple, ici Montpellier, que je vais à 40 minutes de Montpellier pour bivouaquer et que je reviens 24-48 heures après, pour moi, c'est un vrai voyage. J'ai l'impression d'être parti pendant 1 semaine quand je reviens ici. C'est assez dingue. Parce que voilà, cet isolement en pleine nature, sans pollution sonore, sans pollution de lumière, vraiment être intégré avec les animaux, les plantes et tout, ça fait un bien fou. Et donc, j'ai vraiment l'impression, quand je reviens, que je suis parti 1 semaine. Donc, le voyage, pour moi, c'est avant tout ça. C'est partir de chez soi 24 heures et revenir après chez soi. Donc ça, l'amour, l'amitié, ouais, globalement c'est ça. Puis si je peux avoir un toit sous la tête, c'est bien. Mais en même temps, je trouve que je dors mieux sous ma tente que chez moi. Donc peu importe le toit. Ouais. Comment tu ferais la différence entre moi qui te dirais « Mais Julien, j'ai envie d'être heureuse » et « Mais Julien, je veux trouver le bonheur ». C'est quoi la différence ? Je vois 2 choses. Trouver le bonheur, déjà, j'aurais te dire, déjà tu fais fausse route. Le bonheur, tu vas pas le trouver, quoi. Alors, si tu le trouves, donc il faut le mettre entre guillemets, ce sera plutôt sur le chemin. Ça va pas être une quête. C'est-à-dire faut pas imaginer au bout de la route, tiens, il y a le bonheur, je vais les récupérer, après c'est bon, je serai dans le bonheur. Non, ça c'est pas possible. Par contre, le chemin que tu vas faire pour potentiellement aller tout en haut de cette montagne, pour aller chercher peut-être un bonheur utopique, là, par contre, oui, là, sur ce voyage, si tu dresses les antennes et que tu es assez attentif, là, oui, il y a de fortes chances que tu puisses avoir des éléments qui te permettent de tendre de plus en plus vers du bonheur, en tout cas vers ton bonheur, comment toi tu vas le qualifier, quoi. Et tu disais quoi ? J'ai envie d'être heureuse ? Oui. C'est pareil, en fait. On pourrait faire un film là-dessus, hein. Vouloir être heureux, c'est une bonne chose, mais je crois que tout le monde a envie d'être heureux. Je connais très très peu de gens sur notre planète, hein, on est 8 milliards, qui vont dire moi j'ai envie d'être malheureux, quand je me lève le matin, j'ai envie d'être triste, quoi. Il y en a quand même très très peu, donc c'est louable. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel, quoi. Tu deviens pas heureux, tu te dis pas tiens, je vais me lever ce matin en me disant je veux être heureux, puis tu vas être heureux, quoi. Non, c'est plein de petites choses que tu vas faire. Donc il y a une vraie responsabilité personnelle, voire même citoyenne, à ce que tu mettes en place des actions donc qui te correspondent toi en tant qu'individu, qui seront pas forcément les mêmes pour une autre personne, et qui vont te permettre de combler, moi, ce que j'appelle tous ces réservoirs d'énergie qu'on peut avoir qui sont très différents d'un individu à un autre. C'est un peu comme tu déterminais tes besoins et que tu avais plein de réservoirs d'énergie liés à ces besoins. Donc, tout ce que tu vas faire qui va permettre de combler tous ces réservoirs qui sont importants pour toi et que tu auras déterminés, va probablement, de plus en plus, t'amener à être heureux. En tout cas, il y a de fortes chances que tu sois bien dans ta tête et bien dans ton corps. Et donc, du coup, tu peux avoir ce sentiment de béatitude, d'être heureux, de paix intérieure, etc., quoi.
Oui, c'est plutôt un état, en fait. C'est un état, ouais. Ça sera toujours le fruit des actions que tu vas mettre en place et qui seront toujours répétées. C'est-à-dire, c'est pas une fois, c'est quelque chose que tu intègres vraiment dans ta vie. Donc, c'est vraiment à chacun, je te dis, de trouver ses réservoirs et de faire en sorte de les combler et de le faire du mieux qu'il peut, tous les jours, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Et donc, avec le temps, bien évidemment que oui, ne serait-ce que d'être bien dans ton corps et d'être bien dans ta tête, rien que ça, et il y en a très peu dans notre société qui sont à cet état-là, et rien que ça, en fait, tu pourrais te dire, oui, moi, je pense que je suis heureux. Ouais. Parce que tu es bien, en fait, tu vois, tu es juste bien. Après, tout le reste, ton activité professionnelle, je sais pas, j'ai envie de dire, oui, tout ce qui est lié au matériel, ça, tu t'en fiches, quoi. Parce qu'en fait, tu es juste bien, toi, déjà, donc c'est un gros kiff en soi, quoi. Ouais, voilà ce que je te dirais. Merci. Pourquoi tu as écrit un livre qui parle du bonheur ? Ça a été quoi le déclic pour toi ? J'ai sorti un film donc, qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui est sorti en 2017. Et ça a été un grand succès. Donc, à l'époque, il y a 1 million de personnes qui ont vu le film. J'ai été dans 400, à peu près, on va dire entre 300 et 400, j'ai plus les chiffres précis, salles de ciné pour débattre, tu sais, avec les gens après. Donc, c'était hyper intéressant et j'ai pu mesurer, voir beaucoup de choses. Enfin, j'ai rencontré encore là des milliers de personnes autour du bonheur. Et puis, j'en ai tiré des conclusions à force. C'est-à-dire que ce dont je m'étais déjà aperçu avant de lancer le film et d'aller dans ces salles de ciné, c'est que tu sais, quand tu vas voir un conférencier, quand, je sais pas, tu regardes un bon film inspirant ou tu lis un livre très inspirant, ça va te générer des choses donc très positives. Tu vas être dans un bon mood, ça va te peut-être donner de l'élan pour changer des choses ou modifier certaines choses, mettre en place des choses. Et la réalité, c'est qu'après, tu es rattrapé par ta vie de tous les jours. Hein. Donc, je sais pas, tu as une famille, après, tu vas retrouver ta famille, le mood qui s'est créé dans ta famille, et tout ce que tu auras eu comme type d'énergie positive, ça va s'évaporer, en fait, assez vite. Et donc, pendant quelques années, je me disais, mais comment on pourrait faire pour que quand les gens, par exemple, ressortent de la salle de ciné, ils puissent conserver davantage et sur du long terme tout ce qu'on peut entendre dans ce film, tout ce qu'on s'est dit, qui sont vraiment des choses essentielles, j'ai envie de dire, dans le domaine de la connaissance de soi. Et donc, au départ, donc c'était 2 ans ou 3 ans après, on a créé un jeu de cartes qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait rien que mieux d'apprendre en jouant, tout simplement. Et donc, le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» C'est ça l'objectif, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les gens avec lesquels on joue, mais tout en se fendant la poire, parce que c'est un jeu qui est là où on peut rigoler quand même, c'est vraiment le but. Mais de manière indirecte, on a réussi à faire en sorte que les gens puissent se connaître et que toi aussi, tu arrives à te connaître toi-même. Donc, c'est un jeu qui marche super bien. Il est sorti il y a 3 ans, là, on est déjà à 15 000 exemplaires. Et où est-ce qu'il est dispo ? Il se trouve partout, à la Fnac, sur Internet, sur Amazon. Tu peux le trouver dans les librairies aussi. Tu peux le commander, vraiment partout. Ouais, c'est chouette. Là, on est en train de chercher un distributeur d'ailleurs pour qu'il soit dans les boutiques de jeux, parce qu'on n'est pas encore dans les boutiques de jeux. Voilà. Et puis après, donc le jeu est sorti. Les années se sont un peu écoulées et ça faisait, je pense, bien 10 ans quand même que des maisons d'édition me sollicitaient pour me dire, Julien, si un jour vous avez envie d'écrire un livre, pensez à nous. Hein. Et moi, je leur disais tout le temps la même chose. Vous savez, moi, je suis dyslexique et dysorthographique, donc écrire un livre, là, je n'imagine pas. Déjà, envoyer des newsletters, c'est une vraie galère. Donc là, mais par contre, merci de penser à moi, c'est top, quoi. Et ils me disaient, non, mais vous savez, on n'est pas pressé. Globalement, les maisons d'édition sont pas pressées. Ils ont des auteurs qui leur écrivent tous les jours. Hein. Donc, ils m'attendent pas, en fait, si tu veux. Et puis, j'avais mes amis auteurs qui me disaient, Julien, tu verras un jour, tu vas écrire un livre. Et je leur disais, mais non, les gars, j'ai pas que ça à faire. Je suis déjà très occupé dans mes activités. Je suis 10, quoi. C'est compliqué pour moi, tout ça. Donc, je me vois pas. Enfin, pour moi, c'était une montagne, tu sais, d'écrire un livre, vraiment. Et puis, finalement, la prophétie s'est accomplie, quoi. C'est-à-dire que je me suis réveillé un matin et je sais pas pourquoi encore. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, allez, c'est parti, j'écris un livre. Oh, c'est ouf. Et c'est ce matin où je me suis mis dessus. Et en 9 mois, j'ai écrit ce bouquin. Et donc, ce bouquin, c'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. J'en suis très content. Là, on en est à plus de 5000 copies aussi qui ont été distribuées. Très content, pas par rapport au nombre de copies, mais très, très content des retours que j'ai. Parce que j'ai dû relire le livre, mais sans déconner, au moins une 40aine de fois avant de dire à la maison d'édition, c'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon. Parce que j'étais tellement pas sûr de moi, tu vois, j'étais vraiment pas sûr.
Et en fait, là, je suis super content de tous les retours. C'est magique de voir en fait que ça va totalement dans le sens de ce que je voulais, c'est-à-dire que ça les aide, ça les accompagne, ça les éclaire. Enfin, c'est super. Donc, je sens que ce livre-là, ça va être dans pas trop longtemps, à mon avis, il sera best-seller parce que les gens se le prêtent, ils en parlent, ils l'offrent autour d'eux. Donc, je suis super content. Franchement, tu vois, une fois de plus, pour moi, c'est encore un outil qui va permettre aux gens de les aider, de les accompagner, de semer des graines, d'accélérer les prises de conscience. Et ce que je trouve génial dans ce que je mets en place, c'est que tous ces outils-là, le jeu de cartes, les films, les livres, parce que du coup, mon deuxième livre, là, je suis en train de l'écrire, il sort au mois d'octobre. Ah Ouais. C'est la partie complémentaire au premier. Je me dis, tu vois, ça laisse des traces, en fait. Ça va rester peut-être dans le temps pendant, j'espère, très, très, très longtemps. Et donc, ça va aider même des gens quand moi, je serai mort, tu vois. Et ça, je trouve ça génial. C'est ça vraiment qui me motive à fond. Donc, je suis très content de tous ces retours. Et voilà, c'est ça qui m'a amené à réaliser ce bouquin. Et du coup, tu vois, ça m'a donné envie de faire le deuxième. Donc, J'imagine que les thérapeutes lisent aussi ton bouquin parce que j'ai plein de questions, Julien, mais je vois le temps qui avance et je me dis, ce sera l'objet peut-être d'un autre épisode parce qu'on pourrait parler des heures de ces sujets-là. Mais est-ce que tu penses, alors c'est pas un oui ou un non que j'attends, mais disons plutôt une réflexion, mais est-ce que aujourd'hui on peut être heureux ou heureuse quand on est entrepreneur du bien-être, donc thérapeute, coach, énergéticien, voilà, enfin en tout cas dans ce milieu-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que on peut l'être, et si oui, comment on peut atteindre cet état de bonheur? Déjà peut-être en lisant ton livre, ce serait voilà. Et est-ce qu'il y aurait d'autres clés, vu que là on parle vraiment, tu vois, aux praticiens, aux thérapeutes, est-ce qu'il y aurait quelques clés à part ton livre et ton jeu de cartes et ton film et le congrès et le congrès et la TEDx? En fait, si tu veux, je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure, où moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas leur priorité de tous les jours. J'aimerais leur dire, prenez soin de vous vraiment convenablement déjà, vraiment avant tout le reste. Et effectivement, le livre que j'ai écrit les amène dans cette direction, parce que je reviens vraiment aux fondamentaux, donc à l'alimentation, au sport, au sommeil, la nature, les exercices de relaxation, vraiment les fondamentaux. D'ailleurs, c'est très sympa parce que justement, j'ai beaucoup de retours de personnes, tu sais, qui sont habituées à lire des livres de développement personnel, des thérapeutes aussi qui sont dedans. Et je trouve génial parce que c'était un peu le challenge pour moi, c'était de faire un bouquin qui sorte justement du lot de tous les bouquins qui existent en développement personnel. Et donc, du coup, le challenge est réussi parce que c'est un peu comme un roman autobiographique quelque part où je parle de moi, je parle de beaucoup de moi, de ce que moi je mets en pratique pour justement que ça soit bien imagé, que les gens comprennent mieux. Je leur donne plein d'outils, plein de recommandations de livres, de podcasts, de films, même parfois d'applications, enfin plein de choses justement pour qu'ils aient suffisamment d'outils chacun à leur niveau, parce qu'on est tous différents, pour qu'ils puissent passer à l'action assez rapidement et assez facilement. Et donc ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est cool. Donc oui, les thérapeutes pourraient lire mon livre justement dans ce sens-là, parce que c'est pas un livre de développement personnel comme un autre, et qui semblerait qu'il soit vraiment très générateur de déclic, quoi. Peu importe si on est déjà en chemin depuis 30 ans, ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est cool, ouais. Donc sport, alimentation, sommeil, nature, exercice de relaxation, que ce soit pleinement intégré dans leur vie, vraiment pleinement. Franchement, je défie quiconque qui mettrait ça en place et venir me voir 3 ans après en me disant, écoute, moi Julien, je fais ce que tu veux, scrupuleusement, mais ça marche pas. J'y croirais pas. Je suis sûr que si je prenais le temps après de discuter avec cette personne, je verrais en fait qu'il y a des bugs. Parce que je suis pas un cas isolé. En fait, on est des millions et des millions de personnes quand même, tu vois, avoir compris ça et le mettre en place chacun dans notre vie. Et peu importe notre situation, qu'on ait des enfants, qu'on soit seul, qu'on soit en couple ou pas, peu importe. Chacun a réussi dans son emploi du temps, dans son univers, à se faire passer en fait en priorité avant tout le reste. Et ça a un impact après colossal sur soi, bien évidemment, mais j'ai envie de dire surtout sur le collectif, sur les gens qui nous entourent. Et donc, quand tu es praticien, bien évidemment, c'est, j'allais dire, peut-être encore plus important, parce que tu accompagnes des gens à être bien. Donc, autant que toi, déjà, un minimum, t'incarnes ça. Ça me paraît un peu la base, quoi. C'est un peu la base, je suis d'accord avec toi. Merci Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. J'en ai eu beaucoup. J'espère que ça va.
Ah oui, pas de souci. Tu sais, je suis tellement habitué à répondre des questions. Et puis, j'aime bien ce jeu. Moi, je le fais aussi beaucoup. Tu sais, j'anime 2 podcasts. Il y a le podcast C'est quoi le bonheur pour vous et Innovation en éducation. Donc, très régulièrement, je fais des lives, je reçois des gens et donc je fais ce que tu fais, quoi. Je leur pose beaucoup de questions. Mais j'aime bien aussi l'inverse. J'aime bien ce rôle-là. Tu sais, moi, je fais de temps en temps des plateaux télé. Là, j'y vais justement la semaine prochaine à Paris. Et d'ailleurs, peut-être que c'est quelque chose que je ferai un jour, parce que je me sens comme un gamin sur les plateaux télé. J'ai vraiment l'impression que t'es à l'aise. Ouais, vraiment, ouais. J'ai l'impression d'être à la maison. Pareil, je suis très curieux. Tu sais, j'ai envie de tout comprendre. Et à chaque fois, ça me fait tout le temps ça. Et je me dis, peut-être qu'il faudrait que je crée à un moment donné une télé ou quelque chose comme ça. Peut-être, ouais, je sais pas. Je verrai bien. T'as encore le temps de faire plein de projets, c'est ça qui est chouette. Oui, mais complètement. Surtout que je me suis fixé un objectif, si je puis dire. J'ai envie de vivre minimum jusqu'à l'âge de 112 ans. Ok. Pour continuer justement à semer des graines, impacter les gens et participer à cette éclosion positive. Et je suis curieux de voir comment la société va évoluer aussi. Oh oui. Très curieux. Ouais. Et puis, on sera là pour, j'espère, pour voir tous tes projets. J'ai hâte de savoir. Enfin, j'ai pas si hâte, tu vois, moment présent. Là, je vois déjà tout ce que tu fais pour les autres. C'est assez extraordinaire. Donc, merci. Gratitude merci. infinie. Merci à toi, Léa, aussi pour ce que tu fais, bien évidemment. Tu vois, comme je le disais, on est tous des petits colibris. Donc, chacun, en fait, c'est pour ça que j'invite les gens vraiment à comprendre cette responsabilité citoyenne de prendre soin de soi, parce qu'une fois que ça s'est enclenché, une fois de plus, après tu peux mettre à contribution qui tu es. Et on est tous différents, donc il y a, pour certaines personnes, je sais pas, ça va se faire du bénévolat, d'autres ça va être des comiques, quoi, ils vont faire les gens autour d'eux. On a chacun des qualités qui peuvent participer à un égrégore positif. Et donc on a besoin de tout le monde, vraiment, on a vraiment besoin de tout le monde si on veut une société très différente, plus tournée vers plus de bon sens, d'amour, de collaboration, de co-créativité, etc. On a besoin de tout le monde, ouais. Donc, en marche, les amis. Allons-y. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, évidemment, je vais mettre toutes les infos dans la description de l'épisode, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je te suis sur Instagram. Okay. Je vois tes petits... Parfois, tu parles de cuisine, donc je regarde. C'est vrai. Ouais, il y a tellement de choses à dire. J'aimerais tellement. Enfin, parfois c'est un peu frustrant, je trouve. Tu peux pas tout dire, tu sais, sur les réseaux. Il y a tellement de sujets qui m'intéressent et il y a tellement de choses que je voudrais dire. Tu sais, t'es toujours limité par l'algorithme, quoi, en gros, de ce que tu peux publier et ce que tu peux dire, quoi. Oui. Mais le sujet de l'alimentation, j'aimerais beaucoup plus en parler. Il y a tellement de choses à dire. Enfin bref, on peut me retrouver un peu partout. C'est-à-dire. Peut-être que le plus simple, c'est de taper Julien Perron dans un moteur de recherche avec un seul R, donc P-E-R-O-N. Et là, vous allez voir, vous allez tomber sur beaucoup de nos sites. Je crois qu'on a maintenant une dizaine de sites internet. Ou sinon, bah oui, je suis sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Twitter. Ouais, on est très actifs sur les réseaux. Ouais. Trop cool, foncez voir tout ce que Julien fait. Et puis, merci Julien encore d'avoir accepté mon invitation. Et je te dis à plus tard. Ouais, avec joie. Merci Léa. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt.